Dans cette vidéo, on va se pencher sur les conseils dispensés par un petit investisseur qui débute, Warren Buffett. Et il va nous expliquer comment investir dans le contexte économique et financier de 2023. Alors, de quel contexte s'agit-il? Il s'agit d'un contexte où le marché a chuté de 20% en 2022, une inflation de plus de 5% en 2022 officiellement et qui augmente en 2023, les taux d'intérêt qui sont de 3% au niveau de la BCE et de 4,75% au niveau de la Fed, et puis tout simplement le risque de récession qui plane. On est loin des années fastes, ce qui peut rendre un peu nerveux certains investisseurs, mais heureusement, Tonton Warren est là, rassurez-vous. Alors déjà, que faire quand on est dans un marché baissier? Eh bien, Warren Buffett déclare For us, actually, we're a net buyer of stocks over time. And just like being a net buyer of food, I expect to buy food the rest of my life, and I hope that food goes down in price tomorrow. When stocks are down, we're going to be buying on balance. And who wouldn't rather buy at a lower price than a higher price? People are really strange on that. I mean, because most people, most of your listeners are savers, and that means they'll be net buyers, and they should want the stock market to go down. They should want to buy at a lower price. And they have that feeling that they just feel better when stocks are going up. Si vous investissez sur le long terme pour développer votre patrimoine et que vous avez moins de 55 ans, ce serait logique de souhaiter une tendance baissière des marchés pour pouvoir acheter à un meilleur prix et vous constituer un portefeuille bien garni au moindre prix. C'est différent si vous avez plus de 80 ans où vous allez préférer que le marché reste à la hausse parce que à ce stade de votre vie, vous vendez probablement plus que vous n'achetez afin de dégager des revenus pour vivre, pour vous faire plaisir ou pour préparer votre transmission. Les objectifs ne sont pas les mêmes à 40 ans qu'à 80 ans. Ce n'est pas rationnel de vouloir acheter plus cher. Prenons l'action Coca-Cola, chère à Warren. 1000 $, vous aurez obtenu 5 actions en février 2020 et seulement 2,5 actions en octobre 2021, donc moitié moins. Qui a envie de payer 2 fois plus cher? La bourse est le seul endroit où les gens partent en courant dès que les soldes arrivent. Quand il y a une offre à 50%, imaginez le Black Friday, est-ce que vous vous dites « Oh là là, c'est vraiment pas le moment d'acheter, je vais attendre que les prix remontent, je ferai une meilleure affaire ?» Alors pourquoi ce comportement irrationnel? C'est un biais d'investissement connu, comme le comportement moutonnier. Tout le monde dit quand ça monte, eh bien c'est incroyable et vous n'avez pas envie de racheter le coche. Vous investissez dans l'euphorie comme tout le monde. Alors que quand ça baisse, c'est le biais de l'aversion au risque qui prend le relais. Vous vous demandez si ça va remonter un jour ou si ça va continuer de chuter. Vous avez la sensation de parier votre argent et vous ne pouvez pas vous résoudre à passer l'ordre d'achat. Ce qui a conduit à cette fameuse citation de Tonton Warren, « Soyez craintifs quand les autres sont avides et avides quand ils sont craintifs ». People should not own stocks at all because they just get too upset with price fluctuations. If you're going to do dumb things because your stock goes down, you shouldn't own a stock at all. No, I mean, what are dumb things? Selling a stock? Yeah, selling a stock because it goes down. I mean, if you buy your house at $20,000 and somebody comes along next day and says, "I'll pay you 15," you don't sell it because the quote's 15. But some people are not actually emotionally or psychologically fit to own stocks. But I think more of them would be if you get educated on what you're really buying, which is part of a business. Dans la lettre aux investisseurs publiée la semaine dernière, Warren Buffett le dit clairement. Notre but est d'investir dans des entreprises présentant des caractéristiques économiques positives et durables et gérées par des personnes dignes de confiance. Nous avons sélectionné les actions que nous détenons en fonction de la performance sur le long terme que nous prévoyons. Pas pour faire un coup en les revendant rapidement au bon moment. Cela est capital. Charlie et moi-même ne sélectionnons pas des actions mais des entreprises. Si vous vous inquiétez dès qu'il y a des corrections, c'est mieux de ne pas investir en bourse. C'est évident que la valeur de vos actions va baisser parfois. Ça ne sert à rien de vous inquiéter pour ça. L'idée, c'est d'acheter un bon actif à un bon prix et de le garder pendant 20 ans. Il ne faut pas regarder sa progression tous les jours. Si vous achetiez un appartement, vous ne feriez pas une estimation tous les jours, même pas tous les mois. Donc, c'est une grave erreur d'accorder l'attention aux fluctuations du cours des actions. En résumé, achetez des titres de bonnes entreprises. Rappelez-vous que c'est normal qu'il y ait des corrections de marché. Ça fait partie de l'investissement en bourse. Et c'est quelque chose qui devrait vous réjouir, pas vous inquiéter. Mais alors, comment gérer en parallèle l'inflation croissante
qui fait rage en ce moment. L'indice des prix à la consommation est en hausse constante en raison de l'accélération des prix de l'énergie notamment, de l'alimentation aussi, ce qui augmente les prix aussi bien pour les consommateurs finaux que pour les entreprises. Voici ce que Warren conseille de faire dans ce cas. Many years ago that it's an invisible tax that only one man in a million really understands. The best investment against inflation is to improve your own earning power. The best passive investment, I think, is a good business. If you own an interest in a good business, you're very likely to maintain purchasing power no matter what happens to the currency. But it's interesting, in the United States, the value of the dollar since I was born has declined by 94% to 6 cents. But things can work out pretty well even during inflationary times. I mean, if somebody told me when I was born, that the dollar bill is going to go to 6 cents, I might have said, let me go back. I'm not interested in emerging into that kind of a world. But actually, it's worked out pretty well, so I have no complaints. La recommandation numéro 1 en période d'inflation, c'est d'augmenter votre capacité à générer des revenus. Augmentez la valeur que vous pouvez apporter à votre employeur ou futur employeur pour que vos revenus augmentent au rythme de l'inflation. Le deuxième conseil, c'est de trouver un business de qualité et d'y rester investi. Voici ce que Warren déclarait déjà dans sa lettre aux actionnaires de février 1982. Les entreprises particulièrement adaptées à un contexte inflationniste possèdent deux caractéristiques. Elles sont en mesure d'augmenter leur prix facilement, même quand la demande est stable et qu'elles ne fonctionnent pas à plein rendement, et ce sans perdre des parts de marché. Qu'est-ce que ça veut dire ? Que l'entreprise a un avantage concurrentiel. Elle peut augmenter ses prix sans que les acheteurs ne se reportent sur les concurrents. Elles ont toute latitude pour fixer leur prix. Pensez à Coca-Cola. Into a drugstore, 7-Eleven or something, and you say, I would like a Snickers bar. And the owner says, oh, I've got something, the Musk bar, at 10 cents off the Snickers bar. You say, give me the Snickers. And if he doesn't give you the Snickers, you go across the street and buy the Snickers. It's probably easier to develop a new car than to compete with Snickers. But some products have terrific moats. Probably Elmer's Glue does, WD-40. People that have an iPhone, they want to continue with the product that they've got. They want the new version. It's just easier for them. They've learned how to do everything, and their life's built around it and all of that. And moats are very useful. Costco has a moat in people's mind. I mean, Amazon can raise the price of Prime 20%. And you can't do that unless you've built something within that image of the Amazon Prime that's based on reality that you're going to get a lot for your money and you're going to want to use it. And then you can raise prices $20. But if you're selling, some commodity product, you can't do that. You need a moat. Qu'est-ce qui va pouvoir donner ce type d'avantage concurrentiel ? Typiquement, un brevet, une grande marque ou encore la réputation d'avoir le meilleur produit de sa catégorie ou le meilleur prix. Les entreprises dont le fossé est si profond qu'elles peuvent dicter les prix vont naviguer aisément dans une période d'inflation. En effet, lorsque l'inflation fait grimper leurs coûts et baisser leurs bénéfices, elles n'ont qu'à augmenter le prix de leurs produits. Les ventes et les parts de marché sont protégées par leur fossé. La maison mère des marques Coca, Fanta, Sprite ou Minute Maid a vu ses ventes progresser de 4% en volume malgré d'importants effets de change. Donc ça, c'était la première caractéristique des entreprises qui résistent bien à l'inflation. L'autre particularité, c'est qu'elles sont capables de s'adapter à une augmentation massive de l'argent en circulation, souvent due à l'inflation plus qu'à une croissance réelle, sans devoir réaliser de gros investissements supplémentaires en capital. Ça veut tout simplement dire que l'entreprise peut faire face à une augmentation de la production sans être freinée par sa structure organisationnelle ou les ressources disponibles. C'est une entreprise scalable. Prenons un exemple, Facebook versus Tesla. Facebook n'a pas besoin d'investir beaucoup plus pour augmenter le nombre de publicités que vous voyez. Par contre, si un constructeur automobile doit augmenter sa production de 50%, il va devoir investir massivement en capital et cela ne va pas se faire du jour au lendemain. Voilà donc comment choisir vos investissements en période d'inflation. Cela nous mène au point 3, au troisième et dernier point. Quelles sont les décisions à prendre quand les taux d'intérêt sont en constante augmentation? Rates, basically are to the value of assets what
gravity is to matter, essentially. And if I could reduce gravity's pull by about 80%, I'd be in the Tokyo Olympics jumping. C'est une métaphore intéressante. Les taux d'intérêt sont la force de gravité de la bourse. Quand les taux d'intérêt sont bas, l'argent est facile d'accès et pas cher, aussi bien pour les consommateurs que pour les entreprises. Cela s'est traduit par une augmentation des dépenses, des bénéfices et de la croissance. C'est le contexte dans lequel nous avons vécu ces 10 dernières années. L'augmentation des taux rend l'argent plus difficile d'accès et plus cher. C'est plus difficile pour les entreprises de rembourser leurs dettes, donc elles dépensent moins. Les consommateurs ont moins d'argent à dépenser, ce qui se ressent sur les bénéfices des entreprises et la production baisse. C'est un environnement peu propice à la réussite des entreprises. Cela est visible dans leurs rapports financiers et se répercute sur le cours des actions. C'est pour ça qu'on observe une tendance inverse entre le cours du S&P 500 et les taux d'intérêt de la Réserve fédérale par exemple. On voit bien à partir de 2009 la croissance du S&P 500 tandis que les taux sont bas. Les taux sont relevés en raison du Covid, le S&P 500 enregistre une baisse, il repart à la hausse tant que les taux sont bas. En 2022, les taux ont régulièrement été relevés et le S&P 500 a enregistré une baisse de 20%. Bien sûr, le cours des actions d'une entreprise reflète aussi ses difficultés, mais ce n'est pas la seule raison. Lorsque les taux d'intérêt montent, cela se répercute sur les obligations d'État. On a tendance à considérer que les obligations offrent le rendement le moins risqué. Vous prêtez à l'État qui vous remboursera à une date déterminée avec un taux d'intérêt fixé à l'avance. Lorsque les taux sont bas, le rendement des obligations est faible. Mais quand les taux sont relevés, les obligations nouvellement émises offrent un rendement bien plus important. Pour vous et moi, ce n'est pas forcément capital. Mais les investisseurs institutionnels, fonds de pension, assureurs mutuels, eux, ils sont très sensibles puisque leur objectif est d'obtenir le meilleur rendement avec le moindre risque possible. Et quand on sait que ces investisseurs détiennent 80% du S&P 500, on peut s'imaginer les répercussions d'un tel transfert d'argent vers le marché obligataire. 1982 or 3, when the long government bond got to 15%, a company that was earning 15% on equity worth no more than book value under those circumstances, because you could buy a 30-year strip of bonds and guarantee yourself for 15% a year. And a business that earned 12% was a subpar business then. But a business that earns 12% when the government bond is 3% is one hell of a business now, and that's why they sell for very fancy prices. Si vous obtenez 10% de rendement par an en bourse, c'est un bon résultat. Mais plus le taux de l'investissement sans risque se rapproche de 10%, plus les investisseurs institutionnels vont se reporter vers le marché obligataire et faire s'effondrer le marché boursier. Quels sont les enseignements à tirer et que faire en cas d'erreur? Il faut donc choisir des entreprises solides et investir sur le long terme. Parce que sur le long terme, et j'en parlais dans une autre vidéo, c'est pratiquement impossible de perdre de l'argent en bourse. Vous n'avez aucun contrôle sur les taux d'intérêt et donc concentrez-vous sur ce que vous pouvez faire. La stratégie consiste donc à profiter des périodes baissières pour acheter des titres de grande qualité à moindre prix afin de générer sur le long terme des rendements élevés. Si vous êtes encore paralysé par la peur, voyez même que Warren a fait des erreurs et pas des petites. Au fil des ans, j'ai fait beaucoup d'erreurs. J'ai même investi dans des entreprises qui ont fini par faire faillite, ne trouvant pas leur public. Ce sont les deux facettes du capitalisme. Il crée un nombre croissant de perdants tout en améliorant constamment la qualité des biens et des services produits. C'est ce que Schumpeter appelait la destruction créatrice. La plupart de mes décisions ont été plus que moyennes. Certaines de mes erreurs ont même été rattrapées par une énorme dose de chance. Rappelez-vous que nous étions au bord de la catastrophe avec USR et Salomon. Nous devons nos résultats satisfaisants à une douzaine de bonnes décisions, soit une tous les 5 ans, et au fait que le marché favorise, on l'oublie trop souvent, les investisseurs de long terme. Quelques bonnes décisions suffisent à accomplir des merveilles, et c'est vrai aussi que ça aide de commencer tôt et de vivre jusqu'à 90 ans. Quelques exemples de bonnes décisions. En 1994, Berkshire a finalisé l'acquisition de 400 millions d'actions de Coca-Cola pour 1,3 milliard de dollars. Aujourd'hui, ces titres valent 25 milliards. À l'époque, le dividende a été de 75 millions de dollars. Aujourd'hui, il représente 704 millions. Même chose avec American Express, avec un dividende annuel qui est passé de 41 à 302 millions de dollars. Et à des titres qui se chiffrent désormais à 22 milliards de dollars comparé à 1,3 milliard
en 1995. Par comparaison, le même investissement dans des obligations d'État serait resté à 1,3 milliard et générerait 80 millions de dollars par an seulement. Depuis 1965, les investissements de Berkshire ont généré un rendement annuel de 19,8%, plus du double des 9,9% du S&P 500. La valeur de ces investissements a progressé de 4 millions de pourcents contre près de 25 000% pour le S&P 500. Et pourtant, vous voyez que sur certaines années, 2009, 2019, 2020, 2022 par exemple, Berkshire a fait beaucoup moins bien que le S&P 500. J'espère que ces conseils et la sagesse de Warren Buffett pourront vous aider à investir et à naviguer. Dans tous les cas, si vous voulez en savoir plus, je vous mettrai en lien en description vers ma newsletter gratuite où je partage des conseils, des clés pour investir intelligemment et créer votre liberté financière. Merci.